Présentez-vous, messieurs. Les trois, mais les trois sont importants. Donc on ne peut pas considérer que la data, finalement, sans considérer les process, et surtout les people. Donc c'est souvent une question qui est intéressante, mais pour moi, les trois sont importants. Voilà, bonjour, je me présente. Je me permets, Xavier. Vas-y, démarre. Donc, je suis Lassène Binoumar, je suis le patron des ventes sur le marché PME ETI. C'est un marché qui est relativement important pour SAP, même si la plupart des gens pensent que ce n'est pas le cas, puisque les PME et les ETI chez SAP représentent 83% des clients. C'est 350 000. Stop. Il commence déjà à répondre à la première question. Voilà, donc je suis en charge de ce marché et je suis en charge du réseau partenaire, donc fait partie TVH et qui nous a gentiment invités. Merci. Donc bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Merci à TVH de m'avoir invité et puis d'être aux côtés de notre partenaire SAP. Je suis Xavier Perret, donc je suis directeur du cloud Microsoft qui s'appelle Azure, qui est la plateforme transversale qui permet plein de choses dont nous allons parler et qui s'adresse à toutes les entreprises, effectivement, mais ça aussi on va en parler. Voilà, donc l'idée c'est bien de débattre entre nous, de ne pas faire un débat de positionnement SAP contre Microsoft. On est partenaire, on y reviendra à la pause si vous le souhaitez. L'idée c'était de revenir avec vous sur 3 questions, à commencer par la première. Ah, c'est moi qui ai le clicker. Voilà. Est-ce que l'innovation n'est accessible qu'aux grandes entreprises disposant de moyens importants? Alors, vu que tu as commencé à y répondre, Lassène, je te donne tout de suite la parole. Non, je ne répondais pas à cette question. Ah, pardon. Je disais juste que 83% des clients SAP sont des PME et des ETI, contrairement à l'image qu'on donne. On aimerait dire oui, sauf que la réponse est non. Le cloud n'est pas dédié aux grandes entreprises, au contraire. Alors moi, dans mon parcours chez SAP, j'ai eu la chance de faire le développement commercial sur le marché africain. Vous savez, c'est souvent l'histoire de la maison qu'on rénove ou la maison qu'on construit. Donc il vaut mieux souvent détruire la maison et de repartir à zéro. Donc le marché africain, qui est un marché peu mature, avec beaucoup de potentiel, c'est un marché qui est cloud. Pourquoi c'est un marché qui est cloud? Parce que tout simplement, toute la partie gestion des infras, disponibilité des infras, les ressources qui sont nécessaires effectivement pour pouvoir traiter tous ces domaines-là, c'est quelque chose finalement, c'est une question qui ne se pose pas lorsqu'on part sur le cloud. On achète du service, et le fait d'acheter du service, et qui intègre effectivement la partie applicative, mais aussi la partie hosting et la gestion de ces serveurs, finalement simplifie l'offre et permet automatiquement à des entreprises de taille moyenne, avec des ressources qui sont limitées, de pouvoir effectivement mettre en place une solution qui est complète. Alors avec un bémol, et ça c'est l'obligation du cloud, c'est de ne plus partir sur un modèle qui est historique, sur lequel on partait d'une feuille blanche et on dessinait les processus un petit peu sur mesure. Là, on a plutôt l'obligation de s'adapter effectivement à un outil et d'appuyer sur ce qu'on appelle, nous, la conduite du changement pour garder l'outil le plus standard possible. On en parlera par la suite. Il y a des notions de plateforme aujourd'hui qui sortent de l'ERP et qui permettent de développer des spécificités. Mais l'idée du cloud, finalement, c'est de venir avec une solution simple qui couvre les besoins métiers, qu'on sait mettre en place assez rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a des ressources qui sont limitées, et parce qu'on veut consommer le produit et non pas forcément l'acheter. Tu l'as très bien rendu. Non, alors je vais compléter. D'abord d'un point de vue marché, puis d'un point de vue technologique. D'un point de vue marché, d'abord le marché du cloud, alors vraiment la version infrastructure, capacité de calcul, outils qu'on appelle plateforme as a service. La croissance de ce marché, c'est 30%. Elle vient principalement aujourd'hui en fait du milieu de marché, donc pas des grandes entreprises comme on peut le croire. Donc il y a un biais qu'on peut avoir qui est de voir les grosses références qu'on a en particulier sur Azure, des Amadeus, des Alstom, j'en passe, des Sociétés Générales, etc. Et en fait, la plupart des projets que moi je vois, puisque je dirige Azure au niveau du marché France, c'est des discussions avec un florilège, j'allais dire, d'entreprises de taille moyenne, grande, qui sont d'ailleurs régionales. Je pense à des grands Fred, je pense à des Somfy, parce que c'est près de là où je suis né, donc comme ça vous saurez tout, je suis savoyard, Somfy c'est Cluse. Donc d'un point de vue marché, le marché est en croissance, et en fait la transformation digitale, elle est assujettie à cette transformation technologique du cloud. Donc d'un point de vue marché, c'est assez évident, je pense que tu l'as dit Lassène. D'un point de vue technologique, le principe même du cloud, c'est de l'accessibilité des technologies. C'est-à-dire, c'est au lieu d'acheter un gros PC, parce que finalement le cloud c'est quoi? C'est du stockage, mais c'est surtout une capacité de calcul, du compute comme on dit, et du réseau, et de la sécurité autour, etc. Et donc, au lieu de me l'acheter et donc d'avoir une barrière à l'entrée de l'acheter, en fait, je le paye effectivement en format à la consommation. Donc, ça a plein d'effets. D'abord, ça a un effet
PS Hugo, donc on en parlera peut-être sur l'impact environnemental intéressant sur le cloud, mais c'est surtout que ces technologies deviennent accessibles, c'est-à-dire toute la R&D, l'innovation, les outils pour les développeurs, les outils pour ceux qui vont développer, qui sont plutôt des citizen développeurs, sans qu'on ait besoin de coder, etc., deviennent mécaniquement accessibles, alors même qu'avant, il l'était moins, il y avait une barrière à l'entrée, on va dire CAPEX financière, etc. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il y a une lame de fond qui fait que, aujourd'hui, alors j'avais dit que je parlais de mon fils, donc je parle de mon fils. Mon fils, aujourd'hui c'est Parcoursup, pour ceux qui sont concernés, j'attends ce soir, si tout va bien, je ne sais pas encore à quelle heure, mon fils, il est capable de développer une application comme ça. Moi, à l'âge que j'avais, l'âge qu'a mon fils quand je l'avais, donc dans les années d'avant, Pas si longtemps que ça. j'étais sur des Auricain TO7 pour ceux qui savent, donc j'avais pas cette capacité-là. Donc je pouvais faire moins de choses. Moi, je rêverais d'être né là, à cette époque-là, où je peux créer tout d'un coup une application comme ça, qui me coûte pas grand-chose en fait, voire 3 fois rien, voire gratuite, parce qu'il y a plein d'options gratuites, etc., qui fait que je peux créer une application qui permet des choses que je ne pouvais pas, y compris avec de l'intelligence artificielle, du machine learning. Jean-Michel en a un petit peu parlé, on va en parler là-dessus. Donc en fait, il y a une accessibilité. Et le dernier point qu'il faut que vous compreniez, et c'est probablement pour ça qu'il y a un gros sujet de diversité et d'inclusion très fort chez Microsoft, c'est qu'il y a une vraie obsession chez Microsoft de rendre ces technologies accessibles au plus grand nombre, pas seulement aux développeurs qui sont le marché, mais aussi aux gens qui ont éventuellement des formes de handicap. Je rappelle qu'un septième de la planète a une forme de handicap principalement non visible. Et donc il y a cette obsession de dire je m'occupe des 7 milliards des gens dans la planète pour qu'ils puissent composer, créer de la valeur, parce que c'est ça l'innovation, c'est créer de la valeur derrière, repenser des processus pour créer de la valeur. Et donc, finalement, je vais aussi rendre ces technologies complètement accessibles, y compris d'un point de vue diversité, inclusion, lisibilité, enfin un certain nombre de guidelines. C'est pour ça, en fait, que ces technologies deviennent complètement accessibles, et donc elles sont accessibles à toutes les entreprises. Derrière, c'est vraiment l'objectif de ces technologies. Et donc, c'est le principe même du cloud, finalement, c'est de rendre ça complètement accessible. Ce que je te propose, parce que donc, vous ne le savez pas encore, mais dans un slide, je vous aurai une autre question, ça sera de revenir à ce moment-là sur, on en parlait en off, tu n'étais pas à côté de moi à la scène à ce moment-là, on parcourait l'étude que vous avez mise dans la pochette, donc une étude qui a été faite auprès de vos clients sur pourquoi et comment innover. Et on se disait avec Xavier, mais c'est bizarre parce que ces questions-là, en 2021, on se les pose encore. Mais on y reviendra juste après. Donc oui, c'est accessible pour toutes les organisations et ce n'est pas des millions à dépenser. Donc on le verra déjà avec les 2 cas clients qui vont témoigner. Mais c'est qu'aujourd'hui, avec le cloud, il y a eu une démocratisation effectivement des technologies. Je suis comme toi, moi aussi j'ai développé à l'époque c'était du Visual Basic sur Texas Instruments. Et c'est vrai qu'on était limité, quoi. Quand on voit la puissance aujourd'hui d'ouverture de calcul. Parce que mon fils dit souvent, c'est qu'il a la capacité moi je développais, donc lui il a la capacité de ce que la NASA avait à mon époque, en fait. Voilà. Juste pour remettre en perspective. Voilà. Seconde question. Voilà. Donc les nouvelles technologies, comme le machine learning, sont-elles réellement accessibles aujourd'hui? La scène, tu veux commencer? Ce serait étonnant de dire non. Hein. Aussi. Oui. En fait, il y a des questions orientées. Oui, il y a 2 aspects. En fait, il y a le Alexa ou le Google, hein, qui est le domestique, qui est quelque chose qui est nouveau effectivement pour les ménages, mais dans le monde de l'entreprise, au travers des applications avancées, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'on a aujourd'hui dans le domaine bancaire ou même dans l'entreprise du scan de factures, du comparaison de signatures, du machine learning aussi, de la gestion de risques par rapport à effectivement des risques de paiement. Donc les technologies, elles sont pour l'entreprise déjà avancées, elles existent et c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que le vrai challenge, mais on va parler après, c'est effectivement la notion de data, qui est de dire comment je vais intégrer ces données dans mes applications métiers et quel type de données, parce que finalement il y a plusieurs types de données. Et la réalité du marché, c'est que finalement, ces applications avancées, hein, dans tous les applicatifs métiers de dernière génération, elles existent, elles sont là, elles fonctionnent et elles sont déjà au service des entreprises. Oui, enfin, je le disais dans mon introduction, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les nouveaux ERP, dernière génération,
ont cette capacité d'offrir naturellement, intuitivement, cette intelligence artificielle qui n'existait pas il y a encore quelques années. Le monde va très vite. Je pense que le changement, si tu me permets, il est vraiment initié par le cloud. C'est-à-dire que si on prend la genèse, il y a un mot qu'il ne faut surtout pas dire, et que je vais dire, c'est le monde du on-premise, qui est le monde historique, c'est qu'on avait des systèmes d'information sur lesquels on rentrait de la donnée, et la vérité était les données qu'on rentrait dans notre système. Donc, le supply, les données produits, etc., etc. Le cloud, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le fait que vous ayez un système qui est ouvert et qui va aller intégrer effectivement la réalité du monde. Donc vous allez intégrer des données structurées, non structurées, qui sont externes à l'entreprise. Et que souvent, ces données, finalement, c'est là qu'il y a la vérité de la donnée. Prenez un exemple, aujourd'hui sur LinkedIn, vous avez une mise à jour directe des potentiels salariés que vous pourriez embaucher, qui sont libres, qui ne sont pas libres, qui ont la dernière expérience, plutôt que de recevoir finalement des CV que vous allez intégrer dans votre système pour pouvoir avoir un panel de salariés que vous pourriez recruter. Bon, le monde, il est fait comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un système ne peut pas être fermé, le système doit être ouvert, et vous avez besoin d'aller récupérer des données dans l'Internet, dans le monde, entre guillemets, actuel, pour pouvoir finalement améliorer vos processus, avoir des mises à jour des informations. Et tout ça, le cloud le permet, en fait. Parce qu'à partir du moment où votre système n'est pas chez vous, fermé, et que, bien sûr, avec toutes les passerelles de sécurité qui sont importantes, puisque aujourd'hui, le monde du hacking, on voit l'actualité là-dessus, et c'est vraiment un sujet qui est très important. Mais le fait d'avoir un système qui est ouvert est nécessaire, et il est surtout amené par le cloud, qui permet effectivement, au travers, mais je vais passer la main, de partenaires comme Microsoft, de garantir finalement la sécurité des données. Oui, alors pour compléter, alors effectivement, le machine learning, c'est une des disciplines de l'intelligence artificielle au sens large, qui est la plus répandue, et effectivement depuis 10 ans, c'est beaucoup développé parce qu'elle apporte des vraies valeurs derrière, qui permet de prédire derrière, prédire un client qui va churner, prédire des délais de livraison par exemple derrière. Ce qui s'est passé sur ce cloud, c'est plusieurs effets. D'abord sur les couches basses de stockage de données. Effectivement, le cloud permet de stocker beaucoup de données, mais surtout, historiquement, les bases de données étaient disparates. Et donc maintenant, en rassemblant dans le cloud, on peut merger, faire des choses intéressantes entre des données dites structurées, comme tu le disais, par exemple, relations clients, données socio-démo des clients, etc., avec toutes les sujets de sécurité qu'on peut avoir au GDPR derrière. Et puis, de l'autre côté, des données comportementales de nos clients, c'est-à-dire beaucoup plus non structurées, diverses et variées, etc. Donc, ces technologies sont complètement maintenant natives dans le cloud, en particulier sur Azure. Et puis, par-dessus, se rajoutent les outils pour pouvoir développer ces algorithmes, soit utiliser des modèles préentraînés. Par exemple, aujourd'hui, alors je vais reciter mon fils, mais tant pis, ça permet d'égayer la matinée. Mon fils avait développé il y a 2 ans un algorithme pour détecter, il avait mis une caméra à l'entrée de sa chambre et puis il détectait qui venait. Donc si c'était sa mère, ça allait. Puis si c'était sa sœur, si c'était sa sœur, ça lançait un SMS pour l'alerter. C'est-à-dire que sa sœur entrait dans sa chambre. Voilà. Typiquement, c'est un algorithme de reconnaissance faciale qui est facile à entraîner et qui est pré-packagé sur Azure. Donc il y a aussi un paquet de services. On parlait d'analyse de sentiments, c'est-à-dire on a un corpus de mots, et puis on va repérer des sentiments derrière, enfin des tendances pour, par exemple, dans un call center, pouvoir agir sur le mécontentement des clients. Bon, pareil, c'est des services qui sont aujourd'hui complètement pré-packagés et faciles à implémenter une fois qu'on est dans le cloud. Et puis l'autre élément aussi un peu important dans les développements, c'est l'open source. C'est-à-dire que l'autre élément du cloud, et on l'oublie peut-être parce qu'on a peut-être une vision Microsoft très Windows Server, Azure Cloud, c'est Linux à plus de 50%, tous les projets sont open source, ça veut dire que les outils avec lesquels les développeurs, les data scientists arrivent, etc., en fait, ils viennent avec leur logiciel et ça fonctionne sur le cloud. Et ça, c'est aussi important, parce que du coup, ils arrivent, peuvent passer d'une entreprise à l'autre, mais ils arrivent avec l'ensemble des librairies ou des bibliothèques, des communautés data. Donc aujourd'hui, il y a un champ des possibles incroyable, en fait, parce qu'il est assujetti effectivement à la perspective du cloud et des modèles de données qui doivent être là sur le coup, et il y a des vrais sujets, d'ailleurs, et ça entre SAP et Microsoft, interopérables, pour justement que ça apporte de la valeur derrière. Donc on a bien un passage aujourd'hui technologique, j'allais dire, qui est complètement opérationnel. Ce n'était pas le cas il y a 10-15 ans, encore une fois, c'est relativement récent, mais ça ouvre un champ des possibles au niveau des directions métiers, de s'emparer de ça pour réinventer des processus derrière,
ou réinventer des chaînes de valeur. Je vais vous prendre un exemple, si je peux le faire, parce qu'il est... j'ai un client que j'adore, qui est lyonnais, donc vous avez compris que je suis plutôt de la zone, qui est Grand Frais, du groupe Prosol. Et Grand Frais, c'est un sujet intéressant parce que c'est un retailer classique qui vend des produits frais, dont du saumon. Par contre, ce qu'il fait assez bien, c'est qu'il a une chaîne intégrée, donc le saumon, il a lui-même ses propres bateaux, en tout cas il source à un endroit, mais le prix du saumon ne dépend pas du coût de production, il dépend du moment où on le vend, et surtout de l'endroit où on le vend. C'est-à-dire, dit autrement, à Cluses, là où je suis né, vous l'avez compris, le prix du saumon est plus cher parce qu'il y a le coût de transport derrière, etc. Et donc, pour éviter d'avoir... Le problème, c'est de ne pas étiqueter le prix au moment où on sort le saumon, on va l'étiqueter à l'usine, mais à Brest, ou etc. C'est comment on fait pour rendre le prix du saumon dynamique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh ben, en fait, ils ont étiqueté avec un code barre, ils ont un espace blanc derrière, et le prix n'y est pas, et le prix est dynamiquement fixé en boutique. Enfin, en boutique dans le centre commercial. Automatiquement, en fonction de la météo, parce que ça joue sur les ventes, en fait, il va prédire le niveau de vente en fonction du prix, du coût du transport, de la région derrière. Et vous allez me dire, du coup, le client, il ne voit pas le prix. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des gros barcodes, donc ce qu'on a là, mais à la verticale, et le client voit, en fait, il prend sa barquette de saumon, et quand il est sous le barcode, il voit le prix. C'est-à-dire que ça affiche le prix, parce qu'il y a un algorithme qui va détecter la barquette, le poids de la barquette qui varie d'ailleurs, et donner le prix. Et donc, le client va pouvoir voir le prix, va se dire, et ce prix peut varier, il peut même varier dans la journée. Donc, vous voyez qu'il y a une complète réinvention du process pour rendre le prix dynamique, ce qui a augmenté et leur vente, et évidemment leur panier moyen derrière, mais en réinventant complètement même l'expérience client. Donc, c'est en test chez eux, à Lyon derrière, mais je trouve ça intéressant parce que ça utilise plein de technologies, y compris, on va venir Edge IoT, donc Internet des objets, pour finalement optimiser un processus qui est, mon prix, je veux optimiser ma vente de saumon derrière aussi. Grâce aux technologies, encore une fois, on peut faire plein de choses dans ce domaine-là. Donc là, ce sont les questions qui sont posées par l'audience, d'accord ? Donc on en a deux qui sont un peu similaires. Quelles sont les contraintes pour mettre en place du machine learning et quelles sont les compétences internes qui sont nécessaires pour rendre pertinent le machine learning ? Donc contraintes, compétences nécessaires. Pour moi, la contrainte principale, c'est l'intégration, c'est l'interopérabilité que tu as évoquée. On est parti d'une situation à l'époque, si je puis dire, où la mode était de développer des applicatifs un peu en mode laboratoire, avec tout un tas de startups qui avaient des très très bonnes idées. Mais la réalité, c'est qu'une fois que la solution est créée, l'intégration de cette solution dans des processus métiers est devenue relativement compliquée. Et donc je pense que l'avènement du cloud aujourd'hui a simplifié un petit peu ce mode laboratoire dans lequel on est en capacité finalement de développer dans une solution, dans votre applicatif, directement effectivement ces cas d'innovation. Donc on est dans une situation, entre guillemets, en 2015, dans laquelle on n'est pas en 2022, parce que le modèle a changé, mais c'est encore une fois l'avènement du cloud, et notamment, si je prends un exemple qui est très simple, c'est qu'il y a des plateformes aujourd'hui de développement qui sont totalement intégrées avec vos processus métiers. La vitesse de la data pour pouvoir mettre à jour effectivement ce fameux prix du saumon était une vraie problématique aujourd'hui qui ne se pose plus parce que finalement on est sur des plateformes technologiques qui sont totalement intégrées avec votre applicatif métier. Et donc il y a de moins en moins de contraintes aujourd'hui et on voit aujourd'hui, grâce à ces plateformes technologiques, des logiques d'intégration qui sont beaucoup plus simples avec vos processus métiers que ça ne l'était auparavant. Donc on est vraiment dans une contrainte aujourd'hui qui n'est plus une contrainte en fait. Alors pour compléter sur les métiers, parce que je pense qu'il y avait aussi un sujet métier, parce que effectivement, l'interopérabilité des données, etc., est un vrai sujet. Il y a 3 métiers en fait qui, j'ai à dire, se développent. Le premier métier, c'est vraiment la partie dont Lassène parlait, qui est la partie collecte de données, c'est-à-dire garant de la bonne collecte des données, que ça soit les bonnes données aussi, qu'on collecte les données à bon escient, GDPR, etc. Et donc il y a un certain nombre d'outils aussi qui existent pour le faire, pour créer ce qu'on appelle des pipelines de données, pour ensuite les mettre dans le système. Derrière, c'est le métier du data engineer. Métier très dévalorisé aujourd'hui, mais dont on a besoin. C'est celui qui va être le garant du processus data. Quelque part, ça va être le cœur, le socle. Et celui-là, c'est une compétence certes technique, mais aussi beaucoup en liaison avec le métier d'entreprise. Le deuxième métier, on parle souvent de data scientist, c'est vrai, derrière, mais il y a beaucoup d'outils qui apparaissent sur le marché. Donc, je veux pas, voilà, sur Azure, on voit où on peut créer, je l'ai dit, il y a des modèles pré-embarqués qui existent, et je prends ma souris et je fais des blocs, et je chaîne des blocs.
Voilà, ça s'appelle Azure Machine Learning. Voilà, mais je n'ai pas besoin de coder. Évidemment, si je veux des trapus et coder des choses spécifiques et que j'ai les ressources, ou je peux payer les ressources avec un partenaire, je peux le faire avec un vrai data scientist qui va me faire tout ça en notebook, etc. Très bien. Mais je peux aussi créer rapidement et poker, c'est-à-dire faire rapidement des tests sur finalement, voilà, je mets des blocs et j'utilise des modèles de machine learning préintégrés. Et ils existent, ils sont faciles à calquer. Et puis donc ça c'est le métier data scientist plus, on va dire. Et le troisième métier, en fait, c'est le métier de l'entreprise qui comprend la data. Et j'en parle beaucoup parce que il y a des parcours aussi pour chaque métier doit incorporer dans son processus, si j'ai la data, ce que je dois faire. Et on parlera peut-être d'environnement, mais moi j'ai une grosse conviction sur le métier de la RSE qui doit être de plus en plus avoir la littératie data. Je parle beaucoup de littératie data. C'est pas forcément un data engineer, c'est pas un data scientist, mais c'est comment j'incorpore la notion de données pour améliorer mon processus, soit parce que je veux réduire mon empreinte environnementale, soit parce que je veux réduire ma supply chain, je veux prédire des délais de livraison parce que je suis retailer derrière. Et donc cette partie-là de compétences, c'est souvent la première parce que c'est celle qui va définir la valeur de l'innovation derrière. Et donc moi j'encourage beaucoup d'abord de commencer par là, pour se dire en fait je veux faire quoi au sein de mon entreprise, c'est quoi mon métier, comment je peux le repenser, et comment je peux l'optimiser, comment je peux intégrer la donnée, et puis ensuite on va enchaîner des compétences qui peuvent être internes ou externes via un certain nombre de partenaires de SAP ou de Microsoft derrière. Merci. Peut-être pour compléter ta réponse à la deuxième question et une expérience personnelle vécue chez un client, il est vrai qu'on travaillait et qu'on avait donné les données à des data scientists qui s'étaient amusés à faire des calculs dans tous les sens, qui avaient trouvé des corrélations, sauf qu'à un moment se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, on a dû se retourner vers les experts métiers pour qu'ils soient capables de parler avec ces mathématiciens pour comprendre en fait de quoi il s'agissait. Et donc effectivement, de la cohérence de la data jusqu'à son exploitabilité, son intelligence, c'est vraiment pas un, mais plusieurs métiers qui doivent converser entre eux. Si tu me permets un élément supplémentaire qui peut être vraiment intéressant, c'est que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que on n'est pas dans quelque chose qui est fiché et qui coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que l'approche qu'on a aujourd'hui par rapport à ces problématiques-là, on est vraiment dans des logiques de pilote, de tests, sur lesquels on va réellement investir assez peu pour pouvoir faire en sorte de se poser les bonnes questions, investir relativement peu, travailler, et puis voir effectivement si on a quelque chose qui est exploitable ou pas. Et si on n'a pas quelque chose qui est exploitable, on fait marche arrière. C'est-à-dire que les projets de transformation qu'on a pu connaître avec les grandes entreprises ou historiquement, c'est que finalement, on avait terminé ces projets quand la logique avait complètement changé et que les choses n'étaient plus du tout les mêmes. Parce qu'ils étaient longs, parce qu'ils étaient coûteux, parce qu'il fallait les travailler, on était déjà engagés, on était dans le tuyau, et puis c'était terminé. Aujourd'hui, le mode de fonctionnement est tel que on peut partir sur un mode pilote sur lequel on se pose des bonnes questions, on va récupérer effectivement ces datas, parce que c'est toujours le même problème. On va récupérer des données de production, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'exploitable avec ça ou pas ? Mais la réalité, c'est que l'investissement qu'on fait pour se poser ces questions-là, il est relativement limité, et on est en droit de se tromper et de passer à autre chose, sans que ça nous ait pris énormément de temps et que ça nous ait coûté beaucoup d'argent. Et je pense que c'est important d'avoir cette logique de test sur lequel finalement on engage certains projets, mais vraiment dans un mode très pilote et très light, pour pouvoir voir si effectivement ces projets-là sont exploitables ou pas, et de faire marche arrière s'il faut faire marche arrière, sachant qu'encore une fois l'investissement a été limité. Un autre pilier qui a été abordé pour valoriser les capacités d'innovation, on en parle maintenant depuis quelques années, de la RFID jusqu'à la 5G qui apporte de nombreuses promesses. Pour autant, on voit aujourd'hui une certaine stagnation et du coup, la question qu'on vous pose, l'IoT a-t-il du plomb dans l'aile ? Xavier, est-ce que tu veux commencer ? Alors, moi, je ne vois pas de stagnation. Donc déjà, l'IoT n'a pas du plomb dans l'aile. Pourquoi ? Nous, on voit beaucoup de projets IoT, justement, qui continuent et qui démarrent parce qu'il y a beaucoup de contraintes. D'abord, les technologies sont là. C'est juste pour voir pourquoi l'IoT a du mal à démarrer, peut-être partir de là. C'est qu'en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde des gens qui construisent les devices IoT et qui ont leur propre protocole, des problématiques particulières. Et puis, il y a le monde du cloud. Ces deux mondes sont en train de merger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de développer un petit algorithme, j'allais dire, d'intelligence artificielle, et puis d'aller le lancer, ça s'appelle de l'inférence, de le faire tourner sur le petit device local, avec ma même console, qui est Visual Studio, mon outil Microsoft Azure, et je le vois dans ma console Azure. C'est-à-dire que finalement, j'ai déporté de faire tourner cette capacité-là de compute en local dans le petit device IoT.
Et donc, du coup, les projets IoT sont plus aujourd'hui développés par des développeurs que par des gens de l'IoT. Voilà. Donc ça, c'est en train d'arriver assez massivement, ce qui fait que la contrainte du réseau, on l'a vu, n'est pas une contrainte en fait, parce qu'il y a plein de réseaux disponibles. Bon, peut-être parler de Sigfox, mais tu as LoRa qui est un réseau bas débit, il y a le 4G qui est toujours là, la 5G derrière. Donc en fait, le sujet, c'est toujours le même, celui qu'on a discuté, qui est quelle innovation, quel processus je veux faire. Tous les projets IoT qu'on voit, c'est des optimisations de supply chain, beaucoup, c'est-à-dire chaîne logistique derrière, ou des systèmes qui sont de transport, par exemple, ou des réductions de l'empreinte environnementale, parce qu'on a besoin de capteurs pour savoir finalement ce qu'on consomme sur un certain nombre d'équipements derrière. Et donc ça nous amène à 2 technologies qui apparaissent derrière, qui sont les jumeaux numériques, qui est la version vue de Microsoft du métaverse industriel, qui est je suis capable maintenant, dans le cloud, de créer un jumeau numérique de mon processus. Par exemple, je suis une brasserie hollandaise, je m'appelle AB InBev, j'ai un processus de construction de la bière, puisque je suis une brasserie. C'est compliqué la bière, parce qu'il y a des cuves, il faut les mettre, il ne faut pas qu'elles débordent, il faut le bon dosage, etc. Et donc, le problème, c'est qu'un impact si je change une molette à gauche, elle peut avoir un impact énorme à droite. Voire, il peut se passer des choses dans la fermentation où il faut que je corrige automatiquement de l'autre côté. C'est typiquement le cas où AB InBev a créé un jumeau numérique et puis est capable de prédire comment le système va se déformer, et puis de lancer ou d'envoyer un technicien à l'avance pour aller corriger quelque chose sur la machine éventuellement, avant même qu'elle tombe en panne ou que le processus se détériore. Voilà. Donc ça, c'est typiquement avec de l'IoT, c'est avec des capteurs qui vont remonter dans le cloud, et puis le cloud va faire la partie qu'on a dit machine learning prédictive derrière. Alors ça ne se résume pas qu'à la maintenance prédictive. Oui, alors on a... Mais c'est un très bon exemple, parce que je pense que c'était la genèse. Nous, on a l'exemple de Caterpillar, qui a mis en place effectivement des capteurs dans leurs outils, qui permettaient, au moment où il y avait d'anomalies, une pièce qui chauffe, de pouvoir automatiquement aller livrer une pièce pour éviter que finalement, et rappeler le véhicule en révision pour éviter que le véhicule soit bloqué dans un chantier en Amazonie ou en Afrique du Sud, sur lequel il faut attendre 3 semaines une pièce pour pouvoir derrière réparer le véhicule. Ça, c'est effectivement la genèse. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'IoT, il ne se résume pas à la maintenance prédictive. On a énormément de business models qui changent. Alors, tu as utilisé effectivement l'exemple du pay as you drive. Donc, c'est effectivement de pouvoir avoir des données de conduite qui vont derrière permettre d'avoir un coût d'assurance qui va être lié tout simplement à votre façon de conduire. Et il y a tout un tas de business models aujourd'hui avec des locations de machines, outils sur lesquels vous allez payer à l'usage, des photocopieuses auxquelles vous allez payer à l'usage. Moi, j'adore l'exemple du nez électronique aussi, qui, dans le domaine de la chimie, va permettre effectivement, par le biais de capteurs, de savoir s'il y a un risque dans les usines avec effectivement des odeurs qui pourraient effectivement, avec d'autres, amener des risques d'incendie, etc., etc. Et c'est ça le sujet, c'est que la technologie aujourd'hui, effectivement, elle permet effectivement de changer tout un tas de business models. J'ai un dernier exemple qui m'a fait beaucoup rire, c'était l'exemple du comique qui avait mis des iPads sur les sièges et qui avait décidé de facturer au rire, donc au sourire. Donc, du coup, il y avait le capteur sur les sièges, et à chaque fois que les personnes souriaient à ces sketchs, il y avait un petit dollar qui s'affichait, et finalement les gens payaient au nombre de rires. Voilà, c'est ce genre de business model qui change. Et je pense que le dernier élément qui est important, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule typologie de data. Tu as employé l'exemple de ton fils avec effectivement la reconnaissance faciale, oui, qui est effectivement un autre modèle de data. Il y a le textuel, on a parlé de l'odorat, enfin, c'est plutôt limité à tous les sens. Et finalement, il y a une augmentation des données, mais il y a une augmentation de la typologie des données. Et en fonction des secteurs d'activité, finalement, il y a des typologies de données qui peuvent beaucoup influer sur les logiques de production, etc. etc. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est un exemple qui est assez vieux maintenant, c'est Miko qui va jouer effectivement sur ces logiques de production et de livraison en fonction de la météo, tout simplement. Parce que lorsque vous arrivez sur une canicule ou un climat, une température qui augmente, automatiquement, les gens mangent plus de glace. Et donc, c'est des données qui sont externes, qui vont aller chercher, qui va permettre finalement de livrer un stock et éviter d'être limité par le stock. Voilà. Donc, et vraiment, encore une fois, et c'est vraiment le message que je voudrais passer, c'est que ces technologies, elles ne sont pas limitées aux grands groupes. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite des développements pendant des années et des logiques d'intégration qui sont complexes. Aujourd'hui, les plateformes technologiques telles qu'on l'a et le cloud tel qu'il est construit aujourd'hui
permet de mettre en place ces business models et d'être dans un modèle de consommation. Développer quelque chose qui fonctionne aujourd'hui au tenté, vous allez pouvoir utiliser, et puis qui ne sera pas la logique de demain, et que vous allez pouvoir jeter si effectivement les choses ont changé. Données collectées, des commentaires, des images, des vidéos, des sons, autant d'opportunités d'innover, de se transformer. Merci.